Merci pour cette tâche facile. Euh, alors, je vais mettre mon petit chronomètre parce que je ne suis pas présenté tout à l'heure, mais je suis avocat au barreau de Paris et la caractéristique d'un avocat, c'est qu'il a un peu du mal à sortir de contrat d'atterrissage. Alors, merci. Il y a beaucoup à dire évidemment sur le traitement judiciaire des violences sur enfants. J'ai préparé ce topo avec Valentine Tomek, qui malheureusement ne peut pas être présente aujourd'hui, qui est ancienne avocate. Alors, quand on dit ancienne avocate, on a l'impression qu'elle a 60 ans, en fait, elle est toute jeune. Mais elle a bifurqué pour un poste de juriste au CIDFF. Et on a choisi du coup certains angles d'approche et notre topo, évidemment, sur ce sujet-là ne prétend pas du tout être exhaustif parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire sur le traitement judiciaire de ces dossiers. Et je suis ravi aussi de pouvoir partager mon temps de parole tout à l'heure avec Marie Sablon qui va intervenir en visio et qui est avocate à Lyon, qui est spécialisée dans ce type de dossier et qui va pouvoir, elle aussi, nous faire part de son expérience sur le traitement judiciaire de ces affaires. Alors, d'abord, j'aurais voulu commencer voilà, par deux petites précisions terminologiques, puisque on parle de justice et de maltraitance. La maltraitance, elle est définie dans la loi par l'article que vous voyez sur cette diapo, donc le Code de l'action sociale et des familles. Le Code de l'action sociale et des familles, il est facile à caractériser, c'est celui que les juges ne connaissent pas. Cette définition de la maltraitance, elle date de 2016. Alors 2022, oui, parce qu'elle a été remodifiée euh, en 2022. Et on voit que cette définition, du coup, fait référence aux besoins fondamentaux euh, de l'enfant. Et cette référence, du coup, est intervenue extrêmement tardivement. On se rend compte là du retard que la France a pu prendre sur le droit des enfants. Oui, 2022, oui. Euh, Et puis sur la définition d'une victime, alors ça fait un peu écho à ce qu'on a entendu dans le témoignage de Sonia que Claire nous a lu, puisque j'ai cru entendre qu'elle disait je n'ai pas le droit d'être la victime. C'est une question qui juridiquement s'est posée, ça. À quel moment on peut se dire victime ou pas? Et il y a des accusés qui, effectivement, ont tendance à nier la parole de la victime et même essayent de prétendre leur retirer leur qualité de victime. Et la Cour de cassation a tranché ça en disant le terme de victime s'applique nécessairement à toute personne se présentant comme telle. Donc, on peut juridiquement se présenter comme victime quand bien même le dossier n'a pas été encore jugé. La Cour de cassation valide l'utilisation du terme de victime. Et donc, par rapport au témoignage de Sonia, euh, alors c'est pas la qualité de victime, mais pas ce qui définit une personne, mais elle peut se présenter comme victime de ce monsieur. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, on vous a décrit déjà depuis ce matin une situation qui n'est pas très reluisante. Moi, en tant qu'avocat, je suis auxiliaire de justice. J'ai aucun plaisir à décrire l'état assez catastrophique de la justice sur ces dossiers-là. Mais je voudrais quand même dire, parce que c'est important aussi de l'avoir en tête, qu'il y a d'excellents magistrats que j'en ai rencontrés. J'ai notamment amené avec moi une décision d'une juge des enfants à Pontoise, et je vais vous lire juste un extrait. C'est cette décision qui a notamment permis de protéger l'enfant.
Et la juge des enfants indique dans son jugement, si Monsieur X a été relaxé des faits dénoncés, la décision ne constituant qu'une vérité judiciaire, elle ne peut justifier d'ignorer la parole de l'enfant, ainsi que le constat objectif de cet état de détresse précédemment décrit. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on ne lit pas tout le temps. Alors, je ne l'ai pas encore encadré dans mon cabinet, mais c'est des choses qu'on peut lire et ça existe. Euh, il y a également d'excellents experts judiciaires, notamment ceux qui participent au colloque de CDP Enfance. Euh, mais il y a aussi d'excellents services sociaux, ça existe aussi. Je ne dis pas que c'est forcément la majorité, mais on a des dossiers où les services sociaux permettent effectivement de protéger l'enfant. Donc il faut quand même ne pas perdre de vue que des excellents professionnels existent aussi. Ce qui est un peu choquant, c'est qu'on se rend compte que dans les procédures sur ce type de dossier, bah, du coup, l'aléa va essentiellement reposer là-dessus, sur quels professionnels vont être amenés à intervenir dans le dossier. Mais le fait qu'on croit ces excellents professionnels, c'est une raison supplémentaire pour estimer totalement insupportables les dysfonctionnements qu'on peut constater par ailleurs, et notamment le fait que l'on nage dans un système judiciaire qui a été gangréné par la théorie des fausses allégations ou le syndrome d'aliénation parentale, dont le docteur Luis Alvarez va vous reparler plus longuement cet après-midi. Euh, alors, si on fait une description comme ça qui est peu reluisante de la situation, j'entends déjà des responsables politiques me dire oui, mais vous, les associations, vous voyez tout en noir, vous êtes hors sol, enfin, je dis ça parce que je l'ai entendu. Alors, je vais vous montrer pour vérifier si effectivement on est les seuls à avoir ce type de constat. Vous avez là, la justice protège-t-elle les enfants en danger, état des lieux d'un système qui craque. Ça vient de magistrats, syndicat de la magistrature, système qui craque. Vous avez, hop, oula, c'est bon. Vous avez cette tribune qui a été publiée, qui vient de l'Ordre des avocats et du Conseil national des barreaux, où les avocats dénoncent les graves défaillances de la protection de l'enfance. Et là, en l'occurrence, il est fait référence à cette jeune fille de 15 ans qui s'est suicidée alors qu'elle était placée dans un hôtel, contrairement à ce que prévoyait la loi de laquelle. Bon, décidément, voilà. Là, vous avez un rapport qui a été déposé par des experts de l'Organisation des Nations Unies. La France doit agir de toute urgence pour protéger les enfants contre l'inceste et toutes les formes d'abus sexuels. Là, vous avez un article sur la saisine de la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, il s'agit là de 8 femmes qui invoquent auprès de la Cour européenne des droits de l'homme des stéréotypes de genre et des idéologies sexistes. Mais on a des condamnations régulières de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Je vous ai donné 2 arrêts qui sont peut-être les plus connus. L'affaire Marina, dont vous avez peut-être entendu parler. La France est condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme pour ne pas avoir protégé cet enfant et pour non-respect de l'article 3 qui prohibe les actes de torture et traitements inhumains et dégradants. Et puis l'affaire Lost, je vous ai mis la référence si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces dossiers. Donc vous avez un constat qui n'est pas du tout uniquement celui des associations, mais un constat qui est partagé par tous ceux qui ont le courage de regarder la réalité en face. Euh, je vous ai mis une étude qui a été faite par l'Institut des politiques publiques
sur les statistiques du traitement judiciaire de ce type de dossier. Et cette note est extrêmement intéressante. J'ai eu au téléphone la doctorante d'ailleurs qui a fait la note. Alors c'est quelque chose qui a déjà fait un petit peu de bruit et qui a déplu à pas mal de responsables et de magistrats. Si on regarde, donc c'est des affaires de violences sexuelles, la note elle-même fait un comparatif entre le traitement des violences sexuelles et des violences conjugales. Mais là, ce qui nous intéresse, nous, aujourd'hui, c'est les affaires de violences sexuelles. Vous voyez que le taux de placement sans suite qui est prévu, qui est trouvé par cette note, c'est 86%, c'est-à-dire assez sensiblement supérieur des chiffres donnés par le ministère de la Justice, qui sont plutôt aux alentours de 70%. Pourquoi? Parce qu'il y a des différences de calcul et notamment le ministère de la Justice considère que tout ce qui est alternative aux poursuites, c'est-à-dire les médiations, les stages de sensibilisation, ce qu'on appelait avant le rappel à la loi, qui s'appelle maintenant l'avertissement pénal probatoire, ces alternatives aux poursuites, le ministère de la Justice les intègre dans les poursuites. Ce qui est assez curieux parce que alternative au cursus, pour moi, ça veut dire autre chose que des poursuites, quoi. Mais on les intègre dans les poursuites. Donc forcément, on ne va pas trouver les mêmes chiffres. Quand on parle d'affaires classées ou poursuivies, ce qui semble assez logique, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez de votre côté, mais ce qui semble assez logique, c'est de prendre toutes les affaires qui sont enregistrées par le parquet et puis de regarder le nombre d'affaires qui vont finir devant une juridiction de jugement. Si on fait ce calcul-là, qui est le calcul fait par l'Institut des politiques publiques, par la doctorante qui a eu accès au logiciel Cassiopée. Le logiciel Cassiopée, c'est ce qui est utilisé par les magistrats du parquet. Et là, en l'occurrence, la note est basée sur des données extraites de ce logiciel Cassiopée auquel la recherche a accès depuis 2 ans seulement, hein. On a autorisé l'accès à ces données depuis 2 ans. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que cette note, elle est quand même basée sur, voilà, les informations viennent à la source, quoi. C'est-à-dire le logiciel utilisé par les magistrats du parquet. Euh, et donc, si on fait ce calcul, nombre d'affaires enregistrées par le magistrat du parquet et nombre d'affaires qui sont classées, eh ben, on trouve 86%. Ce qui est intéressant de noter également, c'est que euh, c'est le motif du classement sans suite. Vous avez infraction insuffisamment caractérisée pour pour la majorité, hein, c'est-à-dire 49%. C'est le motif le plus fréquent des classements sans suite. Infraction insuffisamment caractérisée, ça veut dire on n'a pas réuni suffisamment d'éléments de preuve pour renvoyer devant un tribunal correctionnel ou une cour d'assises. C'est très différent de ce que vous avez tout en haut, défaut d'élucidation. Quand vous avez un vol de portable ou des choses comme ça, bah, malheureusement, très souvent, on ne retrouve pas l'auteur. Donc, si on avait ce schéma sur les vols de portable, c'est le défaut d'élucidation qui serait largement majoritaire. Là, défaut d'élucidation, 10%, c'est assez résiduel. Et donc, ce que la note met en évidence, et ce qui est dit par Madame Stricot, la doctorante, c'est que la personne soupçonnée, on l'a identifiée. C'est pas que la justice ne l'a pas sous la main, on l'a identifiée, mais on estime qu'on n'a pas suffisamment d'éléments de preuve pour poursuivre. Et ça a beaucoup fait tiquer les magistrats qui ont déjà réagi, même si la note est très récente, parce que ça accréditerait l'idée que le parquet ne remplit pas son rôle. Et alors la note est assez, voilà, c'est une doctorante, hein, c'est un travail de statistique. Donc, elle n'est pas là pour affirmer que le parquet remplit son rôle ou pas. Mais moi, je vais le faire. Le parquet ne remplit pas son rôle. Parce que infraction insuffisamment caractérisée, défaut d'éléments de preuve. Tout dépend ce qu'on a comme élément de preuve.
Si on attend comme élément de preuve sur ce type de dossier des certificats médicaux ou des témoignages, bah, on va pouvoir attendre longtemps. Parce que des témoignages, c'est dans la majorité des cas des incestes. Ça se fait, c'est des crimes de l'intime. Donc, il n'y aura pas de témoignages. Si on attend des témoignages dans ce type de dossier, on peut prendre les paragraphes entiers du code pénal sur les viols et agressions sexuelles et puis dire que dorénavant, ça sera plus puni. Donc, des témoignages, on ne peut pas en attendre. Des certificats médicaux, on ne peut pas en attendre vraiment non plus. Parce que lorsque la victime dépose plainte, la plupart du temps, elle dépose plainte assez longtemps après les faits. Je crois qu'il y avait eu un calcul qui avait été fait, je crois que c'était en moyenne 15 ou 16 ans après les faits. Mais des victimes qui déposent plainte le lendemain ou le surlendemain, ça n'existe quasiment jamais. Donc des certificats médicaux, bah, on en a dans des cas très rarissimes, puisqu'il s'est passé trop de temps pour qu'on puisse constater des lésions quelconques. Il y a des lésions qui se résorbent. Et puis, vous n'avez pas, comme d'autres affaires, des possibilités de traces ADN. Je crois que moi, ça fait 28 ans que je suis avocat, j'ai eu un dossier où on a pu utiliser des analyses ADN. Et ça n'existe jamais. C'est pas la même chose que des affaires d'homicide ou des choses comme ça, où on travaille effectivement sur des éléments qui peuvent être des éléments dits scientifiques. Là, on est obligé de travailler sur des dénonciations, sur euh, la parole de la victime, comme disait Vanessa, et sur les dénégations de l'auteur. Et puis, on est obligé de faire un travail de fourmi pour voir ce qui peut être corroboré ou on ne l'est pas. Mais du coup, il y a un vrai rôle d'appréciation du procureur de la République pour savoir quels sont les éléments de preuve qu'on peut attendre ou pas. Et je crois que dans ce type d'affaires, on se contente bien trop souvent de l'expression c'est parole contre parole, donc on s'en sortira pas et on classe sans suite. Euh, Autre mise en évidence par cette note, euh, la note a calculé sur plusieurs années, alors là je vous ai mis 2021, le pourcentage d'affaires de viol, quel que soit l'âge de la victime, là on ne parle pas seulement des enfants, qui sont classés sans suite. Et le chiffre qui est prouvé par la note, c'est celui-là. Donc, vous avez 94% des affaires de viol, quel que soit l'âge de la victime, qui sont classées sans suite. Donc, il y a des personnes, on va recevoir cet après-midi le juge Édouard Durand, qui a répété qu'il y avait un système de quasi-impunité des violences sur enfants. Bah, quand on voit ce chiffre-là, comment le nier, quoi? Alors, il y en a qui le disent, hein, je vous rassure. Les responsables politiques viennent nous dire non, 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 c'est un bon chiffre, etc. Mais vous vous rendez compte, près de plus de 9 affaires sur 10 qui fait actif à un classement sans suite, on se rend compte qu'il y a dans ce domaine-là une permissivité qui est totalement insupportable. Voilà pour la note de l'Institut des politiques publiques. Alors, je voulais juste vous mettre aussi ce qui est mis en évidence, c'est pas tellement. Alors, les chiffres sont différents de ceux du ministère de la Justice, mais enfin, on se rend compte que là, pour le coup, c'est les chiffres du ministère de la Justice, même si c'est une période plus ancienne. Et on se rend compte, alors vous verrez l'analyse du tableau, hein, mais 2007, le nombre de condamnations pour violences sexuelles, donc viol et agression sexuelle confondues. En 2007, on est. Voilà, merci. En 2007, on est à 7 999 et ça descend constamment. Et en 2016, on est à 6 026. Donc, vous avez les calculs qui ont été faits montrent que il y a une baisse continue sur cette période de moins 25%. Et concernant les viols, la colonne qui est tout à gauche, vous avez une baisse sur la même période qui est de 40%. Donc, vous avez une baisse des condamnations qui n'est pas contestable, même le ministère de la Justice, dans ses statistiques, l'admet, quand, dans le même temps, le nombre de plaintes est en augmentation constante.
En 2021, d'après les chiffres du ministère de l'Intérieur, il y avait 33% de plaintes supplémentaires pour des violences sexuelles. Donc, vous avez un système effectivement de quasi-impunité. Alors, j'ai mis ce petit rappel en bas, hein, effectivement, enfin, ça, on peut disserter longtemps sur les conséquences de l'affaire Doutreau, mais l'affaire Doutreau a été définitivement jugée en 2005. La baisse, elle commence de 2007 jusqu'en 2016, et je pense qu'on est encore en train de payer les errements du dossier Doutreau. Alors, on va en arriver à mon passage préféré. Euh, Voilà. Les magistrats du parquet, il y a cet article qui est sorti très récemment. Donc, on est allé discuter un peu avec les magistrats du parquet pour savoir comment ils travaillaient. Et ce qui en est ressorti n'est pas non plus très reluisant. Alors, les prénoms, évidemment, ont été modifiés, hein. Donc, une magistrate du parquet dit, je suis allé voir le procureur, je lui ai dit que je n'allais pas pouvoir évacuer ce qu'il m'avait collé. Il m'a répondu que personne ne me demandait de faire de la qualité. On te fait croire que tu travailles bien parce que tu évacues vite. Comment tu fais? Tu lis tout en diagonale, tu vas directement à la fin. Tu ne te bats pas sur la qualité parce que la surcharge est tellement énorme que c'est peine perdue. Autre témoignage d'une autre magistrate. Dans mon exercice quotidien, j'ai l'impression de ne pas réfléchir. On a, on a banalisé le fait de mal faire son travail. Je ne prépare pas toujours les audiences, donc je ne vois pas les faits en détail, les nullité de procédure, les délais. Ne pas préparer ces audiences et valoriser, on me flatte parce que je suis capable d'aller à une audience sans voir les dossiers. Ça, pour des situations de violence sur mineurs et spécialement de violence sexuelle, c'est totalement impossible en fait. On va dans le mur. Enfin, je veux dire, les dossiers de violence sexuelle, comme je vous disais tout à l'heure, on est obligé de travailler sur des dénonciations. Donc, il faut faire un travail de fourmi sur l'état de la victime, les expertises éventuelles, comment l'auteur nie les faits, qu'est-ce qu'il dit, quelle explication il donne, faire des vérifications aussi de son matériel informatique, parce que des fois on trouve des choses. Bref, il faut faire un travail de fourmi. Si on lit en diagonale, on n'a aucune chance de caractériser l'infraction. Autre témoignage d'une autre magistrate, quand j'ai dit que je n'arriverais pas à sortir tous les dossiers dans le temps imparti, on m'a donné tout de suite une solution. T'inquiète, on va faire du dégradé. Je devais faire un rapport en mode dégradé, lire seulement le PV de synthèse et même pas la mise en examen. Pour moi, le mode dégradé, c'est du mépris, de l'irrespect pour les gens. Ce qui me meurtrit, c'est de mal faire mon métier. Voilà, ça, c'est des paroles de magistrats de parquet. C'est pas CDP en France qui invente. euh, donc ça le retrouve hein, dans la revue en question, hein. Là, j'ai choisi juste quelques extraits. Sur la façon dont, sur les conditions dans lesquelles les magistrats du parquet travaillent, je vous ai mis en bas le nombre de magistrats du parquet par habitant. Et la France se distingue, hein, puisque sur 44 États membres du Conseil de l'Europe, on est à la place très brillante de 43e. Moi, je veux bien qu'on nous explique, comme notre cher garde des Sceaux, que la justice a été réparée, mais 43e sur 44 États membres, je ne conteste pas qu'il y a pu y avoir une augmentation du budget de la justice, mais c'est vouloir éteindre un incendie avec deux verres d'eau, quoi. C'est-à-dire que M. Dupond-Moretti nous dit, regardez, c'est formidable, là où les responsables politiques précédents essayaient d'éteindre l'incendie avec deux verres d'eau, moi j'en ai amené un troisième. C'est ça qu'il nous dit. La vérité, c'est que trois magistrats du parquet pour 100 000 habitants, regardez la moyenne européenne, il n'y a pas de quoi tirer des feux d'artifice. Euh, donc voilà la situation
dans laquelle on se retrouve. Alors, je passe rapidement, parce qu'on pourrait multiplier les exemples, mais ça, c'est 2018, mais ça s'est pas tellement amélioré depuis, hein. Des juges des enfants, voilà, qui avaient indiqué que, ils étaient devenus des juges de mesures fictives. C'est-à-dire qu'ils prenaient des décisions, mais que le délai pour qu'elles soient mises en application, c'était 18 mois. Et du coup, 18 mois, on prend une décision, la famille est au courant qu'on a pris une décision. La décision, ça peut être d'extraire l'enfant d'un milieu qui est dangereux, mais pendant 18 mois, il ne va rien se passer parce qu'il n'y a pas le personnel nécessaire pour soit accueillir l'enfant, soit le suivre d'une façon ou d'une autre. Euh, Donc, système de quasi-impunité. Alors voilà, vous voyez, il y a des ouvrages avec, en lien avec l'impunité. Donc, ça a beau être contesté par nos responsables, ce système de quasi-impunité, il est bien réel. Et même des magistrats en parlent. Donc, Madame Lafourcade, une magistrate, on ne devient pas brûleur du jour au lendemain. C'est un long chemin d'impunité. Non seulement la loi telle qu'elle est rédigée aujourd'hui ne permet pas de lutter contre la nullité, mais elle fait vivre un parcours pénal douloureux dans la pratique qui dissuade les victimes de porter plainte et donc renforce l'impunité. C'est une magistrate qui parle. Je pense qu'on peut tenir ce fait-là pour acquis. Euh, donc voilà la situation aujourd'hui du traitement de ces dossiers. Il y a une magistrate qui était juge d'instruction qui a bien résumé aussi le problème de la formation. Les magistrats, je les très en connaissance, mais sont-ils eux-mêmes formés au traitement de ces dossiers? Et elle indique en substance qu'elle est toujours surprise de voir que leur attention a été attirée par le danger que représentent les fausses allégations. Lorsque je leur demande s'ils ont été formés à l'accueil des déclarations de l'enfant, ils prennent conscience que ça a été oublié. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure sur le fait que notre système judiciaire a été gangréné par la théorie des fausses allégations. Et ça, c'est un livre qui a été écrit en 2003. On est en train de payer aujourd'hui une formation basée sur des théories qui protègent uniquement l'adulte et jamais l'enfant. Alors, on a donc une réponse judiciaire qui non seulement est inadaptée, mais qui nie les droits fondamentaux des victimes. On a parlé du classement sans suite tout à l'heure. Classement sans suite, c'est vrai qu'on a des témoignages, et je vous ai parlé ce matin de la jeune à qui on a téléphoné et à qui on a dit maintenant il faut passer à autre chose. Elle, ce qu'elle a compris de ce coup de téléphone, c'est que c'était fini. On vous dit classement sans suite, la victime comprend que bah, voilà, le dossier a été traité, mais il est archivé, quoi. Or, c'est juridiquement totalement faux. Un classement sans suite, c'est pas une décision de justice. Il y a des voies de recours possibles. Alors, je vous ai pas mis le recours au parquet général parce qu'il ne marche jamais. Donc, j'ai eu des scrupules à vous mettre quelque chose qui existe dans la loi, mais qui ne fonctionne jamais. Quel intérêt de le mettre? Donc, la citation directe n'est pas forcément possible, mais la plainte avec seule partie civile, c'est la possibilité, après un classement sans suite, de saisir directement un juge d'instruction en disant j'estime que l'enquête n'a pas été faite correctement, et ce qui est malheureusement souvent le cas, et je souhaite qu'un juge d'instruction soit saisi pour examiner ces faits. Donc, quand on classement sans suite, forcément que ça induit en erreur la victime sur les droits qu'elle peut avoir. Vous avez également une difficulté, c'est que, alors moi, depuis un an ou deux, le retour que j'ai des victimes, c'est que les classements sans suite ne leur sont même plus notifiés. On a effectivement des gens qui apprennent ça. Alors, en principe, c'est notifié, comme disait Vanessa, par courrier, avec un courrier très froid. Mais des fois, on n'a même pas ça, quoi. C'est-à-dire que, alors que c'est une obligation légale, prévue dans le Code de procédure pénale, les classements sans suite ne sont pas notifiés. C'est quand même assez paradoxal de constater que le procureur de la République, qui a droit à une petite estrade aux audiences pour faire respecter la loi, considère que lui peut s'en dispenser.
considère que lui, le code de procédure pénale, c'est pas la peine de notifier les classements sans suite. Alors, soit il n'y a pas de notification, soit il y a une notification très tardive, mais ça a de vraies conséquences, parce que c'est ce classement sans suite qui va permettre éventuellement de faire une plainte avec une partie civile et qui va permettre d'exercer des recours. Il y a également la possibilité d'avoir des recours civils. Il n'y a pas de possibilité de suivre au pénal. Et ça, c'est le classement sans suite qui est censé en informer la victime. Alors, la Civise, dans son rapport de novembre 2023, a donc préconisé d'abandonner cette terminologie et d'utiliser l'expression avis de suspension provisoire de l'enquête, qui montrerait bien que ce n'est pas une décision définitive et qu'il y a des recours possibles et que l'enquête peut même être réouverte en fonction des éléments nouveaux qui seraient découverts. Euh, alors, vous avez un constat juridique qui est que le classement sans suite, alors dans notre jargon à nous, on dit qu'il n'a aucune autorité de chose jugée. C'est ce que j'indiquais tout à l'heure, c'est même pas une décision de justice, donc on ne peut pas dire il y a eu un classement sans suite, donc de toute façon on sait que la personne soupçonnée est innocente. Ça, c'est juridiquement faux. Et François Molins, qui était euh, procureur général à la Cour de cassation, l'a indiqué, hein, quand la justice est là, ça ne veut pas dire que la victime n'a pas été victime, ça veut dire qu'on n'a pas pu rassembler suffisamment de preuves permettant de poursuivre l'auteur. Et la nuance est importante. Pourtant, vous avez sur le terrain beaucoup de magistrats qui considèrent que on ne pourrait pas revenir sur ces accusations parce qu'il y a eu un classement sans suite, que revenir sur ces inquiétudes-là, ça serait une marque de défiance envers la justice, ou que si le parent protecteur continue à être inquiet, c'est qu'il est procédurier ou qu'il est incapable de se remettre en question. Ça, c'est des choses que l'on voit régulièrement confirmées par des magistrats, des juges d'affaires familiales, des juges des enfants, qui viennent donner une portée au classement sans suite que juridiquement, il ne doit jamais avoir. C'est-à-dire que un classement sans suite, encore une fois, on ne peut pas considérer que du coup, on ne doit plus évoquer les faits. Et les juges d'affaires familiales, les juges des enfants, quand bien même il y a un classement sans suite, doivent examiner l'éventuelle situation de danger de l'enfant. Et tout ça montre que on est incapable en fait de tirer les leçons du passé parce que l'affaire Marina, dont j'ai parlé tout à l'heure, a donné lieu à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l'homme. Et un des motifs de la condamnation de la France, c'est qu'on avait donné une portée au classement sans suite qu'il ne devrait pas avoir, et que ce classement sans suite avait agi comme une chape de plomb sur la situation de l'enfant. Et quand on regarde le détail de cette affaire Marina, on a des professionnels, effectivement, qui ont dit, notamment à l'école, qui ont dit, bah, on continuait à être inquiet pour cette petite, parce qu'on constatait des choses. Et donc, il y a des signalements qui sont partis après le classement sans suite, mais on se sentait beaucoup moins légitime à les évoquer à cause du classement sans suite. Et il y a des signalements qui avaient été adressés au parquet que le parquet a ignoré parce qu'il avait déjà classé sans suite avant. On sait comment ça s'est fini pour l'affaire Marina. Donc, ces dossiers-là sont effectivement mal traités également d'un point de vue juridique, puisque on donne une fausse interprétation au classement sans suite. L'ordonnance de non-lieu, bah, c'est un peu pareil, hein, la terminologie, ça donne l'impression que les faits n'ont pas eu lieu. Or, le non-lieu, ça ne veut pas du tout dire ça. Le non-lieu, ça veut dire qu'il n'y avait pas de charge suffisante pour poursuivre la personne soupçonnée. Et donc, la conséquence de ces terminologies hasardeuses, c'est que les victimes sont découragées de faire appel à la justice. Et la Civise avait mis en évidence dans son rapport que une majorité de celles qui ont témoigné auprès de la Civise ont estimé que la procédure pénale a eu un impact négatif sur leur parcours de vie. Ça, pour l'auxiliaire de justice que je suis, ça questionne fortement. On a dit en introduction que la justice avait pour rôle de protéger les plus vulnérables.
Si les victimes ont l'impression que la procédure pénale a majoritairement un impact négatif sur leur parcours, je pense que c'est que le système dysfonctionne. Vous avez des délais de traitement qui sont effectivement incompatibles. Alors, je vais passer assez vite là-dessus, hein. L'enquête préliminaire, en moyenne, c'est 10 mois. Moi, j'ai eu un dossier, effectivement, où entre l'audition de l'enfant en salle Mélanie, où l'enfant avait été très clair sur les violences qu'il avait subies, et les enquêteurs trouvaient qu'il n'y avait aucune difficulté, que, effectivement, l'enfant avait parlé et avait dit beaucoup de choses. Là, pendant 5 mois, il ne s'est rien passé après. C'est-à-dire que vous avez un enfant qui dénonce des faits graves, et pendant 5 mois, il n'y a pas d'acte d'enquête qui suit. Les plaintes avec sur partie civile, ça c'est une vraie difficulté parce que ce que je vous ai indiqué, c'est qu'on pouvait contester les classements sans suite en déposant ces plaintes avec sur partie civile. Il y a des délais assez faramineux pour que le juge d'instruction soit désigné. Et moi, j'ai un exemple où, entre le dépôt de la plainte et la désignation du juge, il s'est passé 18 mois. 18 mois, il faut bien avoir en tête que, comme on l'a dit tout à l'heure, le classement sans suite n'a pas d'autorité de juger. Ça veut dire que l'enfant peut potentiellement, pendant tout ce délai, être en danger. Il peut avoir dénoncé des faits de violence et continuer à les subir. Mais 18 mois, ne serait-ce que pour obtenir la désignation du juge d'instruction. Et puis, dans tous ces cas-là, la constante, c'est qu'il n'y a pas de protection de l'enfant dès le début de l'enquête. C'est-à-dire qu'on dit à l'enfant, il faut parler, il faut dire ce que tu as subi, mais on ne prévoit rien sur le week-end qui suit ou les vacances qui suivent, où l'enfant va être obligé de retourner chez son agresseur. Et juridiquement, on se rend compte qu'on n'a pas beaucoup d'armes pour protéger cet enfant. Les armes qu'on a ne sont pas adaptées. On a une ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences qui permettent de mettre l'épouse en sécurité, et d'obliger le conjoint violent à partir du domicile. On n'a pas d'ordonnance de protection spécifique pour les enfants. Quand une femme victime de violence demande une ordonnance de protection, elle a le droit de le demander pour ses enfants aussi. Mais si les enfants sont eux-mêmes victimes sans que la mère soit victime, on ne peut pas faire de demande d'ordonnance de protection. Donc l'ordonnance de protection pour les femmes victimes de violences, c'est un vrai progrès, mais ça ne solutionne pas notre difficulté et on n'a pas d'ordonnance de protection spécifique pour les enfants. C'est pour cette raison que le collectif pour l'enfance, alors je vous laisserai peut-être, si ça vous intéresse, aller sur le site du collectif pour l'enfance ou sur le site de CDP Enfance, où il y a différents articles qui expliquent notre proposition, qui est de mettre à l'abri l'enfant victime dès le début de l'enquête, et de créer cette ordonnance de protection spécifique aux enfants. Ça permet non seulement d'éviter des récidives ou des pressions sur l'enfant pour qu'il se rétracte, mais tout est aussi une façon de garantir l'enquête. Parce que demander à un enfant de dénoncer son père tout en sachant que c'est lui qui l'attend à la sortie de l'entretien, c'est lui demander quelque chose d'impossible. Donc, vous avez cette proposition qui a été reprise par la Civis, c'est la proposition 26, et ils ont appelé ça ordonnance de sûreté de l'enfant. On en reparlera certainement cet après-midi. Ouais. Euh, alors, il y a des textes qui sont mal appliqués, on l'a vu sur le classement sans suite. La présomption d'innocence est effectivement dévoyée, puisque la présomption d'innocence n'a jamais voulu dire qu'on ne pouvait pas prendre de mesures de protection. Il y a possibilité de mettre des personnes soupçonnées en détention provisoire, de les mettre sous contrôle judiciaire, il y a des possibilités de sanctions disciplinaires ou administratives. Tout ça, c'est juridiquement calé. Et donc, faire croire que la présomption d'innocence paralyserait la société, c'est une ineptie au niveau juridique. Et puis, cette présomption d'innocence, ben, on se rend compte qu'elle est un peu appliquée à géométrie variable, parce que si elle est, alors la Civise appelait ça une bonne planque pour les agresseurs, lorsque la mère, elle, est accusée d'aliénation parentale,
on n'attend pas qu'elle soit jugée ou condamnée, ou il suffit qu'elle soit soupçonnée d'aliénation parentale pour être condamnée avant même d'avoir pu se défendre et que le transfert de résidence puisse avoir lieu. Euh, donc, vous avez comme ça différents textes qui ne sont pas appliqués. Je vais passer relativement vite. Ça, c'est le décret sur le fait qu'on ne peut pas poursuivre pour non-représentation d'enfants sans avoir d'abord vérifié les violences alléguées par l'enfant. Ce décret-là n'est pas appliqué par les parquets. J'ai cherché, on a interrogé des confrères, des consoeurs, en échange entre nous. Ce texte n'est pas appliqué par les procureurs de la République. Là aussi, c'est assez extraordinaire. Le procureur de la République, qui est censé faire respecter la loi, considère que lorsque c'est une obligation qui est mise à sa charge à lui, il peut faire comme si c'était juste pour faire joli dans le code de procédure pénale. Je ne m'attarde pas aussi sur ce que vous avez vu, cet arrêt sur le récent, hein, sur le prétendu droit de correction, c'est-à-dire un père qui a été relaxé au motif que alors, la motivation, hein, c'est ça, c'est que ce serait un droit reconnu aux parents qui autoriserait à ne pas sanctionner les auteurs de violences dès lors que les violences n'ont pas causé un dommage à l'enfant. Alors ça, c'est assez extraordinaire. Dans ce dossier-là, il y avait des violences qui étaient quand même graves. On ne parle pas de fessées ou de claques, hein. C'était des étranglements, des je te colle contre le mur, etc. Euh, et là, les magistrats nous expliquent que ça n'aurait pas causé de dommage à l'enfant. C'est-à-dire l'enfant, s'il est étranglé par son père ou collé contre le mur, ça ne causerait pas de dommage. Ah, ça va à l'encontre de tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les conséquences non seulement psychologiques, mais même physiologiques, dont on va vous parler aussi cet après-midi. Et donc même ce droit à l'intégrité physique, euh, on se rend compte qu'on a des résistances pour le faire respecter pour l'enfant. Et alors, je termine sur la prescription dont on a parlé. Je termine très vite. La prescription, quand vous en parlez par exemple à des Canadiens, leur réflexe c'est de dire quoi? C'est quoi la prescription? Il y a des pays qui ne connaissent pas la prescription. Le Canada, la Grande-Bretagne. Il y a des pays qui ont décidé de l'imprescriptibilité, notamment pour les violences sur enfants. Récemment, la Suisse. Et lors du deuxième colloque de CDP Enfance, on s'était, nous, en tant qu'association, déclaré favorable à l'imprescriptibilité des crimes contre l'enfance. C'est également ce que la Civise a préconisé dans son rapport. Et je vais pas m'étendre sur cette question, mais euh, ce qu'il faut retenir, à mon sens, c'est qu'il n'y a rien de pire pour une victime que lui dire qu'elle doit continuer à se taire. Et c'est ça la prescription. Vous avez des victimes de violences sexuelles qui ont subi pendant des années la stratégie de l'agresseur pour les contraindre à se taire. Quand on est agressé par un membre de la famille, forcément, l'enfant, il n'a aucune envie de voir la famille exploser. Donc, se taire, c'est effectivement quelque chose qui vient très vite à l'esprit. Et puis, il y a toutes les stratégies de l'agresseur pour faire peur, pour menacer, qui font que la victime garde le silence pendant longtemps. Ce qui est particulier dans notre régime de prescription, c'est qu'on a l'impression que c'est en fait le législateur qui vient prendre le relais de l'agresseur pour dire bah non, c'est trop tard, il fallait parler plus vite. Là maintenant, on ne peut plus vous entendre. La prescription, il faut bien comprendre que ça veut dire on n'ouvrira même pas le dossier, quoi. Je veux dire, on ne va même pas vous auditionner. On ne peut plus vous entendre. Et ça, c'est d'une violence particulièrement terrible pour les victimes. Euh, donc, ça n'aboutit qu'à maintenir la loi du silence. Et je vais terminer parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps, juste pour conclure en disant que on se rend compte que nos principes et nos règles juridiques sont en réalité régulièrement détournés pour ne pas voir la réalité des violences, que ce sont ces manques de notre système judiciaire qui participent à l'impunité des violences sur mineurs,
et qu'il est donc absolument impératif et urgent de mener les réformes nécessaires pour que on sorte de ce système d'impunité. Et cet après-midi, notamment, on essaiera de voir quelles sont les pistes pour améliorer ce système défaillant. Merci.